Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, nous sommes sur Tour de France 2026 et nous allons commencer le mode Pro Team. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Cette année pas de découverte parce que c'est vrai que ça fait déjà 3 semaines que Styros et pas mal d'autres youtubeurs font des vidéos dessus. Je me suis dit première chose qu'on va faire comme l'an dernier ici du Pro Team, même si l'an dernier on avait commencé mi-juin. Donc bien évidemment je vais vous citer quelques nouveautés si vous découvrez le jeu sur ma vidéo. Déjà premièrement par rapport aux éditions précédentes, on a tout simplement eu un travail sur les contre-la-montre par équipe. Notamment on a accès à l'oreillette, on peut donner comme consigne à certains corps de relayer ou non. Également, ça ressemble un peu à Cycling Manager là-dedans, mais on peut même donner l'ordre de départ à nos coureurs. Également, on a la règle de Paris-Nice et du Tour de France, où le temps est pris sur le premier coureur, qu'on peut ou non l'activer. Bien évidemment aussi, on a cette année la rampe de lancement des coureurs officiels du Tour de France. On a l'arrivée de Paris Tour et de la Muscat Cycling Classique en nouvelle course, ainsi que 4 championnats du monde, celui à Guernica en Espagne en moyenne montagne, en vallon à Bologne, en montagne on sera à Domancy, enfin avec la côte de Domancy, parcours des championnats du monde 2027, mais aussi de 1980 lors de la victoire de Bernard Hinault. Et 2027, c'est là où il y aura les grands championnats du monde, où en gros on sera une année pré-olympique, et du coup tous les 4 ans, les années pré-olympiques, toutes les disciplines du cyclisme font leur championnat du monde en même temps, 2 semaines après le Tour de France il me semble. Et bien évidemment aussi, on a un championnat du monde dans le désert, dans le golfe, tout plat. On a également aussi, bien évidemment, la grosse nouveauté, c'est tout simplement la météo qui est enfin là. On a aussi quelques autres maillots qui ont été rajoutés sur la version de luxe, même si moi je la prends pas. Et bien évidemment, on a aussi les liserés et tous les maillots de champions nationaux qui sont quasiment là. Le parcours officiel du Tour de France, mais on a un travail qui a été fait bien évidemment autour de Montmartre sur cette étape-ci, et avec tout simplement Montmartre sur le Tour de France. Et puis bien évidemment aussi on a la Sagrada Familia pour l'étape du Tour de France à Barcelone. Mais on va se commencer un Pro Team, manager votre équipe et progresser dans le classement mondial pour être invité sur les courses les plus prestigieuses et recruter mieux coureurs. Comme je vous l'ai dit, cette année, c'est pas grave, on va y aller. Cette année, comme contrairement à l'an dernier, je ne voulais tout simplement. Comme l'an dernier, comme en 2024, je ne ferai tout simplement pas de Pro Team avec une équipe inventée. Voilà, je décide de faire. Après 2024, on avait fait la Groupama FDJ. En 2025, on a fait la Décathlon, et je vous ai dit que j'avais fait seulement une saison. Et l'équipe qui a énormément progressé depuis, parce qu'il y a Paul Sexas qui a eu une progression fulgurante en éblouissant prodige. On a même également eu le recrutement de Richie Tello qui est venu renforcer le pôle montagne. Je pense également aussi au sprint avec Coy et Lune Andresson, et bien évidemment Dan Houle pour le chrono. Donc on a pas mal de monde, et puis Tige Benoît en coéquipier. Donc on va se faire une suite avec la Décathlon après seulement une saison. Là on va vraiment se faire un vrai Pro Team long avec la Décathlon. Bienvenue en Pro Team, votre objectif est simple: atteindre la première place du classement Pro Cycling, le CPC. Pour cela, vous devrez marquer un maximum de points PPC au cours de chaque saison. Progresser dans le classement débloquera des invitations à de nouvelles épreuves et la possibilité de recruter de nouveaux coureurs, permettant ainsi de marquer plus de PPC et d'étoffer votre effectif. Vous devrez aussi choisir les pics de forme de chacun de vos coureurs afin que votre effectif soit compétitif tout au long de la saison face aux autres équipes engagées dans le CPC. Bonne chance. Je rappelle une autre chose. J'ai modifié quelques stats, j'ai modifié Jean-Phil parce que j'ai envie qu'il soit performant, bien évidemment. J'ai mis à 78 montagnes Vauclin, et en moyenne montagne aussi là-dedans, et j'ai mis 77 endurance et résistance. Lenny Martinez, je vais passer à 80 montagnes, et je lui ai mis, je crois, 79 vallons, un truc comme ça, aux deux, et j'ai augmenté les notes chrono. Les notes pleines, je lui ai mis 60. 70, pardon, mais je vais augmenter aussi pour qu'il soit 77 endurance et résistance. B en récupération, parce que c'est vrai qu'il était assez mauvais sur le jeu, il jouait pas le général. Et puis, même si cette année il a dit qu'il voulait pas trop jouer par rapport à Tibéri, mais je pense que quand tu finis 5ème de Paris-Nice avec une victoire d'étape, 2ème du Tour de Catalogne et 3ème du Tour de Romandie, en termes de général, c'est quand même intéressant pour Lenny Martinez toujours. Et puis, j'ai aussi augmenté Mathis Rondel, que j'ai mis 78 montagne, je crois, et j'ai augmenté un peu en moyenne montagne à 75, il me semble, et j'ai augmenté les stats physiques, tout simplement en récupération, et 75 en endurance et résistance. Bref. On va passer alors, équipe réelle activée, bien évidemment. Difficulté champion, base de données numéro 1, chute avec blessure, préparation active, même si ça sert pas grand chose, incident de course normaux. Tous les coureurs, chute avec blessure, bien évidemment, et maladie normale. C'est vrai que j'ai pas trop mis les abandons, mais pour moi ça peut quand même arriver par la suite, bien évidemment. Alors, on a le Alpecin, bien évidemment, les vélos qui sont là. Alors,
Bahreïn. Mais nous, on va aller du côté de la Décathlon CMA CGM. C'est parti avec ce fameux Van Driesel. On repart l'objectif de 15 coureurs. On va prendre, bien évidemment, Paul Sexas, Richie Tillo. On est obligé de prendre Félix Gall. On va prendre Prodhomme et Paré-Pinte. Ça, c'est vraiment notre pôle montagne qui est solide. On va prendre la Pera et Bizio. J'ai pas vu les stats de Léo Bizio pour le moment. Léo Bizio qui a quelques stats intéressantes. Hein. Léo Bizio, notamment en montagne. Ouais, bah c'est un coéquipier de base qu'on pourrait avoir sur quelques courses quand même. Qui a fini 3ème d'ailleurs hier sur la Mercantour Classique en sprint, bien évidemment. Koy Lund Andresen. Isidore, ils l'ont mis en sprinter. D'accord. Paul Fleet est là. Gunmestat, je verrai si je le prends. Bisseger, Benoît, Danoule. On prend quand même Pierre Gautera. Antoine Loth, il va être très utile. Il nous faut un mec. Bah, on peut prendre un casse-ball hein, qui en plus a quelques stats en sprint sur certaines épreuves par rapport à Gunmestat. Ouais, quoi que Gunmestat est meilleur. Donc on est parti avec cette formation. Donc comme je dis, Gall, Richitello, enfin Sexas, Richitello, Gall, Prodhomme, Paré-Pinte, Lapera, Bizio, Koy ou le Bisseger, Benaut, Lund Andresen, Gautera, Antoine Loth et Gunmestat. C'est vrai que est-ce que j'hésitais à prendre Mühlberger, mais en vrai, et j'ai pas vu les stats de Antoine Loth. Ça donne quoi pour le moment, Antoine Loth Antoine Loth, pour le moment, en termes de statistiques, c'est pas réellement si ouf que ça. C'est vrai que je pourrais éventuellement, bah, je pourrais le vendre, même si c'est un jeune coureur. Et après, il manque Jordan Labrosse, c'est aussi bon, mais après, c'est vrai que dans le reste de l'effectif, ouais, je peux prendre un Oliver Nassen qui en plus ce sera toujours utile sur les pavés, c'est vrai. Donc Nassen à place d'Antoine Loth. Et on va aller directement au calendrier. Donc Muscat Cycling Classique est déjà là. On va commencer par cette course-là et les 3 jours à France aujourd'hui avec la Bolène VSUB, Lourmarin Vence. On aura Paris-Nice la semaine prochaine. Primavera Classique, Vlandrin Classique, Paris-Roubaix, Flèche One, Liège-Bastogne-Liège, Circuit Grand Est avec Épernay, Fresson-Wèvre. La planche des belles filles. C'est le parcours de 2014 d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est ça. Montluçon, Issoire, Lyon, Saint-Péret, Mâcon, Combloux, Valménier, Miluçon et Plateau du Mont-Cenis, mais c'est l'étape de l'an dernier. Enfin, c'est quasiment le parcours de l'an dernier. Paris-Nice, ils ont mis quoi? Le Perron en Yvelines, Nevers, Manicourt, Nevers, bien évidemment. Logéguerre, la Côte-Saint-André, Berlétan, Oron et Nice. Oui, bah c'est le parcours IRL aussi, hein, de l'an dernier. Les Tours de France, du coup, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le parcours. Barcelone, Tarragone, Barcelone, Granollers, les Angles, Carcassonne, Foilane, Mezan-Pau, Pau, Gavarnie, Gèdre, Aguetmo, Bordeaux, Périgueux, Bergerac, Malmont, Russel, Aurillac, Le Lioran, Vichy, Nevers, Circuit Nevers, Manicourt, Chalon-sur-Saône, Dole, Belfort, Mulhouse, Le Markstein, Champagnol, le plateau de Solaison, terrible étape, Évian-les-Bains, Tenon-les-Bains, Chambéry, Voiron, Orsières, Merlette, Gap, Alpe d'Huez, le Bourdoisan, Alpe d'Huez et Thoiry, Paris-Champs-Élysées. Cette année, je vous ai pas fait la vidéo analyse du parcours du Tour de France, mais je vais par contre le faire. Genre 2-3 jours avant le Tour, on va vraiment parler. Mais ouais, c'est surtout que voilà, grosso modo, il y a 2 étapes de l'Alpe d'Huez, dont celle-ci qui est terrifiante en termes de dénivelé. Parce qu'en fait, le col de Sarenne, ça faisait quelques années selon SO qui voulait y aller, sauf que pour aller à l'Alpe d'Huez par Sarenne, enfin, une arrivée à l'Alpe d'Huez, on l'imaginaire, c'est forcément les 21 virages. Donc ils se sont dit, on va faire une fois l'Alpe d'Huez et le lendemain par col de Sarenne, qui était un final du Dauphiné 2017 remporté par ce bon vieux Peter Kinnock. Je vais faire les oui, également un retour. C'est quoi le programme? C'est Vieux Quarmont, Bruxelles Atomium, donc le chrono du Tour 2019. Longwy, c'est vraiment Tour de France 2019, hein, dit comme non, 2019 Longwy pas du tout, c'est 2017. Nancy, Dole, Lausanne par contre ça c'est Tour de France 2022. Open Tour, donc Coursac, Toulouse, Hoche, Tourmalet, plateau de Beille, Paris Tour et champion du monde, il sera en France. Alors je vais tout de suite vous retrouver après les pics de forme. A tout de suite. On est bien évidemment sur le début d'un tout nouveau projet. Enfin, j'allais dire même. Oui, je mets qu'on est dans le début d'un nouveau projet parce que bien évidemment l'an dernier l'équipe c'était Decathlon AG2R Mondial. Depuis cette année c'est Decathlon CMA CGM Team qui a eu son budget qui a augmenté à 40 millions. Qui avait l'objectif, si vous vous souvenez bien, j'en parlais souvent, c'est qu'avant le Tour de France 2024, j'avais un article où le manager de l'équipe disait que ça faisait depuis 1985 qu'un Français n'avait pas gagné le Tour de France et qu'il voulait le faire à horizon peut-être 2028, en tout cas commencer à viser la victoire à horizon pourquoi pas 2028. Et
ils avaient expliqué aussi qu'en 2000... et ils avaient expliqué aussi que vers 2027, ils voulaient commencer à gagner Paris-Roubaix. Alors, c'est vers 2027 voire 2028 qu'ils auront à cœur de jouer la victoire sur le Tour de France, notamment au Tour de Paul Sexas, bien évidemment, mais Paris-Roubaix, ils en parlent aussi que ça devait devenir prochainement podium et victoire parce qu'on est quand même sur un sponsor Decathlon qui est du nord de la France. Sur ce, les pics de forme, donc on est parti avec Paul Sexas en pic de forme sur Paris-Nice et sur le Tour de France, et Paris-Nice et Milan-San Remo. Hein. Pareil pour Olaf Koy, Paris-Nice et Milan-San Remo Tour de France. Olaf Koy qui a repris sa saison par une victoire sur les boucles de la Mayenne. Lui Andresen, je lui ai mis les classiques, alors notamment les pavés, parce qu'il a fait une belle campagne même siècle, 74 ici, et le retour, pourquoi pas pour lui, parce que le Dauphiné, c'est vrai qu'on n'a pas réellement beaucoup d'étapes pour sprinter, et puis au pire, Olaf Koy sera là en forme classique. Félix Gall, par contre, je lui ai mis Paris-Nice, en fait, je lui mets Paris-Nice, et je lui mets également aussi le Tour Van Rhône-Alpes. Je pense que le général du Tour Van Rhône-Alpes, en fait, ça pourrait être compliqué parce que Gall, c'est vrai qu'il est très mauvais en agité et surtout en chrono et plat. Donc, je me dis qu'il y a un Dauphiné où il y aura des coureurs qui seront encore en forme classique et on pourra voir ce que ça peut donner. Alors que Riccitello, lui, ce sera, et puis il sera en forme classique sur le Tour. Et Riccitello, ce sera Paris-Nice et Tour de France. C'est vrai qu'on est sur un Paris-Nice, il n'y a peut-être pas, on peut se dire, la plus grande, enfin, un Paris-Nice, c'est vrai qu'on a une étape de montagne qui arrive à Oron. Certains diront que c'est peut-être pas l'ascension la plus difficile, mais là, c'est vrai qu'on aura un gros collectif autour de Paul Sicas où il y aura quand même un Aurélien Paré-Pinte également qui sera en pic de forme, mais ça sera après. Enfin, on en parlera après. Parce que donc Bissegger, bien évidemment, les classiques et le retour, il sera en forme classique sur le Tour de France par contre. Paul Lapéra, lui, sera en pic de forme en début de saison parce que je pense que les 4 jours de la Provence, et j'avoue que la Muscat Sacré Classique, ça pourrait être pas mal avec Dauphiné pour lui. Je dis Dauphiné, hein, mais c'est Tour Van Rhône-Alpes, on s'entend bien. Du côté d'Aurélien Papin, Tour de France bien évidemment et Paris-Nice, où on aura besoin de coéquipiers en fin de forme avec Paul Sexas, donc c'est pour ça que j'ai également Riccitello et Aurélien Paré-Pinte. Au pire, peut-être qu'un coureur jouera le classement de la montagne, si on verra hein, comment ça se profilera. Tige Bonout, ce sera le Tour de France parce qu'on a besoin d'équipiers solides et les classiques, c'est dans la même optique. On aura Danouleux en pic de forme sur Paris-Nice et sur le Tour de France, avec en plus le chrono de Paris-Nice. Par contre, ouais, je viens de me rendre compte qu'il était en pic de forme sur Paris-Nice, alors que c'est pas ce que je voulais, Oliver Nasson. Je voulais qu'ils soient en pic de forme, voilà, sur les classiques et le retour. Gunmech 4, je lui ai mis Muscat Cycling Classique, 3 jours à Provence et du coup Open Tour, entre autres, et Paris Tour. Hein. C'est vrai que Paris Tour aussi, ce serait intéressant à voir ce qu'on pourrait faire en fin de saison. J'ai dire Danouleux, mais Danouleux est pas si bon que ça sur les. Enfin, c'est Anne Pen et pas bien qui compte pour les chemins blancs. Pierre Gautra, lui, j'ai mis le retour et le circuit Grand Est. Léo Bizio, oui, par contre, c'est vrai que Prodome, hein, c'est circuit Grand Est et Open Tour que je l'ai mis parce que je pense que l'Open Tour et le circuit Grand Est ça pourrait être intéressant pour le classement général. Léo Bizio, par contre, je l'ai mis Dauphiné, pourquoi pas pour quelques échappées et l'Open Tour, il pourrait être un équipier solide. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour la première course sur le Tour de France 2025, ça va bien 2026, ça va bien évidemment être cette Muscat Cycling Classique. Allez, on se retrouve tout simplement dans le final, j'ai envie de dire, de la première course de cette saison. Et on a fait un gros tempo, on a fait rouler à 80 puis 100, Léo Bizio, Dan Houle, Thorgull Mechtat dès la première ascension de la journée. Ce qui fait que bon, j'ai pris mon gel bleu assez récemment avec Tige Benoît, enfin pour Benoît d'abord, puis Lapéra et Riccitello. On a 24 km de son de l'arrivée, mais bon déjà c'est un parcours assez sympa. Bon, contrairement au Pro Team de Styros, on voit pas l'évolution de la météo sur cette vidéo aussi, parce que c'est vrai que pour le moment, c'est plein soleil dans le désert. C'est vrai que Styros, il a eu quasiment que de la pluie en Pro Team pour le moment. Sur un peloton de 102 coureurs, bon, on est encore 78, c'est assez conséquent. Le Hamria, 1 km à 8,5% de pente moyenne ici. Bon, ça monte quand même assez rapidement, on va pas se leurrer. On est dans ces ascensions hein, dans le désert qui sont quand même très difficiles, assez courtes aussi, il faut pas l'oublier. Là, c'est un peu la UAE qui a tenté de nous mettre dans le dur. De toute façon, cette vidéo-là, c'est vrai, cette course-là, on va s'y attarder un peu plus parce que je pense jeudi prochain, pourquoi pas, vous faire une vidéo sur cette épreuve avec notamment Julien Lafilippe, ce qui pourrait être sympa. Et je ferai aussi dans la même vidéo Paul Magnier à Montmartre et Mathieu Van Der Poel sur Paris Tour. Quoi Start list, on le sait, qui sur cette épreuve-ci est aléatoire. Et je viens de voir qu'il y a Tadej Pogacar sur la Muscat Cycling Classique. Alors, d'accord.
Non, mais j'y avais pas pensé que c'était là qu'il avait décidé de venir sur la Muscat Cycling Classic, Pogacar. Il n'y a pas Vingegaard, hein, mais Pogacar, il fait un petit kiff, voilà. Il n'y a pas eu le tour sur TDF, il s'est dit, mais on va aller sur la Muscat Cycling Classic. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait Poga. Ah là là. Par contre, j'avoue qu'en termes de barre bleue, ça commence à être un peu difficile. Et que nous, pourtant, on est quand même en pic de forme. Enfin, en bonne forme. Mais bon, j'avais pas du tout pensé qu'il y aurait Pogacar sur cette épreuve-là. Je me suis dit, bon, ça va être chill, la Perron fait partie des favoris. Je n'ai même pas fait gaffe aux favoris, je vais faire un truc à côté. Et ouais, bah Pogacar, les gars, écoutez, hein, on va être confronté au champion du monde sur notre première course de la saison. On a Nordhagen aussi à nos côtés. J'arrive, en tout cas, c'est vrai que c'est assez compliqué pour le moment. Pogacar face à nous, je m'y attendais en aucun cas quand même. Mais j'avoue que la barre bleue est assez petite avec Paul Lapera. On est encore 60, hein, mais bon, l'objectif de victoire va un peu s'estomper. On va essayer de récupérer légèrement. Est-ce que ça s'y prête? En tout cas, c'est vrai qu'on est plutôt sur une portion en faux plat descendant. Après, la prochaine ascension, ce sera quand même 2 km. Hein. Là, je me dis que j'aurais mieux fait de pas rouler. Il y a quand même Luc Plap qui est ici. Bon. Ah, ça commence pas de la meilleure des manières, j'ai envie de dire, hein, ce pro team. Bon, je pense que Pogacar ne sera pas en Provence, hein, j'espère, mais bon. Il est là, le champion du monde, on le voit. On va quand même se mettre à côté du champion du monde, voilà. Si on peut le voir, le champion du monde. Et essayer de devenir Yeoman. Bon, ça va me faire une petite miniature, entre guillemets. Mais bon, c'était pas ce que j'aurais pensé. Pas imaginer. Allez, on est de retour sur cette épreuve-ci. Bon, écoutez, c'est vrai que Pogacar, là, bon. Au tout début, heureusement qu'il nous avait prévu Paul Sexas dans notre équipe sur cette épreuve. Je voulais pas mettre Sexas parce que je me suis dit, bon, on va peut-être pas le mettre dès maintenant. Dès la première vidéo utiliser Sexas, on le verra demain, Paul Sexas, sur le championnat du monde avec l'équipe de France à Domancy. Mais pour le moment... Dernière difficulté du jour. Voilà. Par contre, ce que je remarque quand même, c'est qu'il n'y a absolument pas trop de descente. Hein. C'est ça qui est un peu embêtant pour récupérer. On n'a pas grand chose. Donc nous qui sommes un peu entamés quand même physiquement avec l'Apera, c'est pas l'idéal. Sachant que Richitello... Ah, Richitello a plus de barre bleue que nous. Hein. Au pire du pire, si vraiment Richitello est mieux, on demandera à Mathieu de tenter d'y aller. Après en soi, ce sera vraiment 2 km qui vont être difficiles. On aura pas mal de plats. Ça temporise. Hein, ça... Oh. C'est pas mal à la limite que ça temporise. Pour le moment, comme ça on peut récupérer légèrement de la barre bleue. Voilà, rester tranquillement dans la roue, hein, même si ça roule quand même assez fort hein, du côté de la formation, bien évidemment. Déjà la UAE, mais il y a aussi les IF, ils sont bien positionnés. Pogacar qui est présent ici sur cette épreuve. Large des 10 derniers kilomètres. On a un peloton encore de 60, hein, quand même, mine de rien, faut quand même le signaler. Après, c'est vrai qu'au sprint, on a quand même encore qu'il y a une belle pente de vitesse en ce qui concerne Paul Lapera. Donc, à mes yeux, ça reste mine de rien quand même assez intéressant de rester sur lui par rapport à Richitello. À moins que Richitello arrive en solitaire, ça va être compliqué pour pouvoir s'imposer aujourd'hui avec lui. Sachant que je voulais qu'il soit en pic de forme Lapera pour ce tout début de saison. Parce que je me suis dit, ah, Lapera, ça pourrait être intéressant. Il y a quand même les 3 jours à Provence qui peuvent lui correspondre. Bon, en tout cas, on va se rapprocher de l'ultime difficulté du jour. Lundgren qui va être distancé pour la formation UAE. Après Pogacar, il lui reste encore un coéquipier vraiment proche pour le moment. Bah, il doit rester Morgado, j'imagine. En tout cas, qui sera quelque part. Morgado, alors si on peut récupérer, ne serait-ce que pendant quelques mètres, hein, légèrement de la barre bleue. Où est Mathieu Richitello? On a besoin de Richitello. Il est juste derrière nous. On verra si Pogacar va tenter d'y aller. Et au pire du pire, alors qu'il y a Godieu, quand même, Berkmoens, Hirschi. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Le Al Gissa, 2 km 800 à 6,2% de pente moyenne. Ça va être le juge de paix de cette épreuve. Et c'est Antonio Morgado qui fait le gros de l'effort. Et la tête de David Godieu. Ah, c'est bien vu là, David qui tente d'attaquer. C'est même pas Pogacar qui tente de faire la décision lui-même. Pour le moment, ça a surtout suivi du côté du Slovène. Bah écoutez, nous on va peut-être... Allez, vous savez quoi, Turbogel? Ce qui nous permettra de suivre Aramburu. C'est plutôt bien tenté là. Il y a Pogacar qui tentait pas d'y aller directement. À 5 km de l'arrivée. Allez, nous on est plutôt bien positionné ici. À Kelderman aussi. Là, avant la dernière rampe, va falloir vite revenir dans la roue. Parfaitement bien positionné ici.
Et Pogacar qui a pas réellement attaqué, il a surtout pris un relais. Et nous on va y aller avec Paul Lapera, vous savez quoi? On est obligé d'y aller, hein. Pour le moment, essayer de forcer la décision, il n'y a pas réellement eu de grands mouvements offensifs. En tout cas, c'est vrai qu'on a quasiment pas de coureurs qui ont pris de l'avance. Ici, il va falloir essayer d'en remettre, aller sur le sommet, à la relance avec Lapera. Ça va être un groupe très conséquent quand même à l'arrivée. Ça va falloir le prendre en compte. Warrenskold distance et Vandenberg aussi. Notre rythme, notre tempo qu'on aura mis dans la journée, on va pas réellement en plus fatiguer les sprinters, c'est pas l'idéal. On est en sur-régime pour le moment, mais écoutez, c'est notre seule opportunité, ce sera la victoire au sprint en petit comité, ici face à Pogacar et face à Jordan Jegat. Le 10e du Tour de France face à l'ancien champion de France et vainqueur d'étape sur le Tour de Pologne ou encore le Tour du Pays Basque et Pogacar, même si on a été rejoint ici par Go du partner Dagen. Allez, il va falloir y aller tout droit ici. Essaye de bien lancer à l'épaule Lapera qui a lancé son sprint ici. Est-ce qu'on aura cette force pour pouvoir tenir face à Magnus Cornissen et Tadej Pogacar? Peut-être le retour de Arambro ne se fera pas. Victoire de Paul Lapera. La première victoire cette saison pour notre équipe. Elle est dès le premier jour de course. Et l'ancien champion de France vient coiffer sur la ligne le vainqueur déjà du Tour de France en année, mais le double champion du monde, quoi, donc vainqueur du Tour ou vainqueur du Giro encore. Tadej Pogacar. 13 monuments à son palmarès. Les 5 derniers tours de Lombardie, 4 Liège-Bastogne-Liège, un tour, un Milan-San et 3 tours des Flandres, un tour de Californie, un tour du Pays, un tour de Romandie, un Dauphiné, 2 Tirreno Adriatico, un Paris-Nice, ou encore en ce qui concerne Tadej Pogacar, 6 étapes sur le Giro et 21 sur le Tour de France. Mais il y avait quand même le retour d'Aramburu et le retour de Cornissen. Mais ce qui était très fort pour nous, c'est surtout qu'on quand même on lance pas le vélo. En tout cas, première victoire de la saison, elle est signée Paul Lapera pour la Décathlon CMA CGM. D'entrée, première victoire cette saison pour notre formation. Ouais, monument, on va peut-être pas déconner non plus. Mais baptême du feu, terminé l'étape. Et bah écoutez, c'est une première victoire pour nous. Est-ce qu'on n'a même pas de trophée pour la Muscat Cycling Classique? Non, arrêtez quand même. Magnifique, les gars. Bon, victoire de Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de Décathlon CMA CGM en 3h44 minutes et 48 secondes pour nous. On n'est pas premier, on est deuxième au classement UCI. Parce que plus 25 ppc, 25 ppc pour Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM Team. Et donc voilà, c'est la Jekolula avec plus 26 ppc, 26 ppc pour eux qui sont en tête de ce classement pour l'équipe australienne. On est à un point hein, bien évidemment, mais on a fait quand même un plutôt bon début, c'est à noter avant bien évidemment ces 3 jours de la Provence qu'on va se faire également dans la suite de cette vidéo. A tout de suite sur ces 3 jours de la Provence. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape, tout simplement une de ces 3 jours à Provence. C'était assez compliqué pour nous sur plusieurs aspects, c'est qu'on a voulu envoyer le bisou à l'avant mais ça n'a pas marché. Donc il a été distancé à plusieurs reprises et au-delà d'avoir été distancé il avait été dans des groupes très nombreux, puis un moment repris par le peloton, du coup j'ai fait rouler à 80 puissant lui et Gunmestad, puis à 100 après Danuleux, enfin 80-100 de Danuleux. Sauf que il a jamais pu être dans l'échappée malheureusement. Par contre là il y a un peu moins d'une minute d'avance pour échapper, il y a Van Edvet qui est un peu en train de se cramer devant. Là j'ai remis à rouler à 100 Danuleux après avoir légèrement redemandé de contre-attaquer dans la dernière difficulté de deuxième catégorie. Bizio qui était en défaillance, donc il s'est fait déposer par ce groupe de tête alors qu'il était tout seul devant avec 40 secondes d'avance. Puis après ils sont revenus, ils l'ont lâché direct. Christophe Laporte imprime le tempo devant Danuleux. Après je lui ai demandé encore un peu de rouler, mais bon, c'était pas la meilleure étape possible pour Léo Bizio. Nous on va prendre le gel bleu également maintenant, tout comme Mathieu Riccitello hein, avant le pied de la dernière ascension. Ça marche, je ravitaille. Pour essayer de l'entamer pleine barre, hein. Je rappelle c'est toujours 15% de la part de fatigue, donc enfin la barre grise, donc la barre de fatigue qu'on récupère en bleu, donc c'est assez intéressant de le prendre tout entre guillemets. Oui, donc va falloir voir déjà à quel moment on lance, mais bon pour le moment c'est surtout qu'on est sur une longue partie en faux plat montant. On peut récupérer aussi l'échappée hein, s'ils arrivent à s'écraser, ce qui serait vraiment pas mal. Parce qu'il y a quand même 3 secondes de bonification à aller chercher, ce qui est pas rien, on le rappelle. Ça peut jouer à 1 ou 2 secondes près ce type d'épreuve-ci. Et c'est l'échappée qui ouvre la route. Bon, malheureusement on les récupérera pas, à moins qu'ils s'arrêtent totalement. Attendez, on va essayer d'aller leur chipper des secondes sur la ligne. Bah, écoutez, on a récupéré 1 seconde de bonification en faisant l'effort au dernier moment.
Face à bon, on s'est fait battre par Verona et De Bod. Mais c'est plutôt pas mal de prendre une seconde ici. On sait jamais comment on peut terminer cette épreuve. J'enverrai quand même un homme à l'avant sur la dernière étape parce qu'on sait très bien que la dernière étape du Tour de la France, on peut facilement perdre cette épreuve parce que échapper peut prendre 15 minutes d'avance. On le sait. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est pour ça que je le précise. Notamment quand je le faisais avec Julien Alaphilippe. Allez! Il reste encore 7 km, mais on n'est pas réellement dans le vrai pourcentage. De toute façon, ça va vraiment être dur dans le final. Cette difficulté de 3ème catégorie. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Hein, qu'on se retrouve sur le nouveau jeu. Voilà, qu'on fasse ce Pro Team avec la Décathlon qu'on n'avait pas pu aller au-delà d'une seule saison l'an dernier. Voilà, en plus, ça coïncide avec un nouveau projet, la saison 2026 pour cette équipe. Il y a Scaroni qui est présent également. En vrai, j'ai plus champion d'Australien, mais Siro, ça dit que c'était assez compliqué, on pouvait pas le mettre dans la base de données, enfin bref. Et 5 derniers kilomètres. Attention, ici on s'est un peu fait avoir. On va essayer de remonter, hein, bien positionné ici. Il y aura Richitelo au cas où. Hein. Ces prochains jours, Matej Moric remonte. On va voir, c'est Israël d'ancien champion de Slovénie. On a vu ceux d'anciens champions d'Europe en ce qui concerne Christophe Laporte. Les 3 derniers kilomètres, on va vraiment être là où ce sera le plus difficile en termes de pourcentage. On est peut-être un poil trop tôt devant. Je veux dire, les plus forts pourcentages, c'est beaucoup plus tard, hein, même avec ici. Par contre, j'avoue, en termes de barre bleue, on n'est vraiment pas idéal. Avec l'Apéra, je m'en balle peut-être un peu chaque jour avec lui. Mais bon, je pense que ça tiendra quand même pour 2 km normalement, même si c'est en montée. Daniel Felipe Martinez. Alex Egard, vainqueur d'étape sur le Giro cette année. Là, ça y est, les 2 derniers kilomètres ici qui vont être difficiles. Hein. La Bolène Visubi, 1 km 800 à 6,5% de poigne et ça lance d'entrée. Dès maintenant. Ils sont sérieux, ils sont déjà en train de lancer maintenant. Bah écoutez, vous savez quoi, Turbo Gel en ce qui nous concerne. Je sais que certains vont peut-être pas aimer ce que je vais faire, mais bon écoutez. Et en plus, j'ai envie de vous dire, Turbo Gel, oui, c'est très intéressant, mais on est totalement en train de se faire avoir avec ce Turbo Gel. Allez, alors essayer de remonter. Là, on est peut-être assez mal positionné. Un effort de pure puncher, il est parti. Yon Izagirre, justement, on va essayer d'aller le coiffer. Yon Izagirre va rester encore 300 mètres, essayer de revenir sur le basket. Oui, ça va être une victoire de Paul Lapéra. 2ème victoire de jour de course pour notre équipe. Victoire de Paul Lapéra, le numéro 1 mondial, après sa victoire sur la Muscat Cycling Classic. Récidive, bon, c'est dû au gel rouge. C'est vrai que j'ai pris. Mais bon, écoutez, on a essayé quelque chose qui était à notre disposition. Surtout qu'en plus, le gel rouge ne nous a pas permis d'attaquer réellement. Ça nous a surtout permis de dépasser tous les coureurs qui étaient devant nous. Parce que c'est vrai qu'on a dû économiser. Bon, ça a légèrement économisé de la barre rouge pour suivre les autres coureurs. Mais bon, on a forcément perdu des positions en le prenant. Et les positions qu'on a perdues en le prenant, on les a récupérées sur l'attaque qui a suivi. On va bientôt être à la demi-heure de vidéo alors qu'on a à peine fait la moitié du programme en termes d'étapes. Victoire de Paul Lapéra ici à la Bolène Vésubie. 2ème victoire pour notre équipe aujourd'hui. Qui commence sur les chapeaux de roue cette saison et ce nouveau projet en Pro Team. Victoire de Paul Lapéra sur la première étape des 3 jours de la Provence. Ça nous fait encore quelques points bien évidemment au CPC. On va pas s'en priver. Et puis vous en doutez, le maillot jaune pour Lapéra. Le maillot vert pour Paul Lapéra, le maillot de la montagne pour Van Helvet et le maillot blanc pour Alex Baudin. Paul Lapéra, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM, s'impose en 3h46 minutes et 43 secondes avec 11 secondes de modification en ce qui le concerne. Du côté des autres classements de cette étape, on a du côté du classement général en 3h26 minutes et 32 secondes Paul Lapéra, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM en tête du général. En tête du classement du grimpeur, oui c'était classement général, oui. C'est 7 points pour le Belge Lennart Van Helvet de la Lotto Intermarché. Du côté du classement par points, 19 points pour Paul Lapéra, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM. En tête du classement des jeunes en 3h26 minutes et 39 secondes, c'est Alex Baudin, le français de l'AIF Education Easy Post. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe kazakh de la XDS Astana en 10h20 minutes et 19 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 78 km pour Lennart Van Helvet, le Belge de la Lotto Intermarché. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 17 DPC, 42 BPC pour Paul Lapéra, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM Team en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe
plus 17 PPC, 42 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM en tête de ce classement pour la cycling par équipe. Et nous, on va se faire une étape de plat sous la pluie. Ça va être la découverte avec un temps glacial. Ce sera tout de suite dans la suite de cette étape. Vidéo, pardon. Briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui. On se retrouve dans le final de cette étape. Bon, je vous reprends quand même à 15 bornes dans ce col du pointu de 15 km 800 à 4,1% de pente moyenne, pardon. J'ai pris aucune seconde de bonification au premier sprint intermédiaire avec la Pera, et le deuxième je l'ai zappé, mais c'est Denezé qui avait pris la dernière seconde. Et en ce qui nous concerne aussi, j'ai pris 3 puis 2 points en classement de la montagne avec la Pera sans réellement faire d'efforts. D'ailleurs c'est David Gaudu qui porte le maillot vert par procuration. Mais là on va essayer de mettre, voilà, t'as roulé mes coéquipiers, notamment j'ai mis à 80 puissant, tout simplement d'abord Gunmerstad, puis Danoule et le Obizio, même s'ils ne sont pas remontés, parce que l'objectif ce serait quand même bien de lâcher un ou deux sprinters avant le sommet de cette ascension. On va essayer de prendre un peu de bleu ici, parce que ça, bon, certes ça monte au sprint, mais bon, 140 coureurs, je pense qu'on peut en lâcher un ou deux. Et les gars, regardez, on peut pas passer, c'est abusé. Bon, je vais pouvoir essayer de prendre mon gel bleu quand même avec Paul Lapera. Bon là il n'y a plus de pluie, mais tout à l'heure il y en avait. C'est vrai que c'est assez intéressant quand même le fait qu'il y ait... Enfin j'apprécie pas mal. Je me suis quand même fait un peu une frayeur quand j'ai fait la première descente avec Tige Benoît sous la pluie. Voilà, Gunmerstad distancé maintenant. Donc 5 points pour le classement du maillot à poids. Allez, est-ce qu'on va pouvoir essayer de tenter une attaque, hein, même si... Bon voilà, c'est assez plat le sommet de cette ascension. Tenter quelque chose avec la Pera, on aura le turbogel dans tous les cas. Même si on n'arrive pas à remonter, c'est ça le problème. C'est qu'on va utiliser le turbogel maintenant. On va voir Ryan Barguil et Egan Bernal sont présents ici. Allez, on va essayer d'utiliser ce turbogel, même si on s'était fait gêner par Ian Christian. Il y avait Max Poul en tête de peloton, mais attaque ici de Paul Lapera. Le maillot jaune qui tente de surprendre tout le monde ici sur le sommet. On a fait une extraction qui est assez franche quand même, parce qu'on a récupéré plus de 10 secondes. Même 15 secondes. C'est vraiment pas mal ici. Allez. L'objectif serait clairement, ça va essayer de creuser un écart. Vous remarquerez que les pourcentages les plus importants étaient dans cette descente. Hein. J'ai passé en tête du grimpeur, c'est bien. Ouais, mais écoutez, on tente notre Vatou. Il reste 8 bornes. C'était aussi pour essayer de mettre en difficulté un ou deux sprinters que je voulais faire rouler mes coéquipiers, mais aucun avait eu l'envie de remonter rouler, ce qui était assez problématique, vous vous en doutez. Allez, on va tenter d'y aller maintenant dans cette descente. Parce qu'en plus, c'est surtout qu'on a l'état de grâce et avec notre plus 3. Et un plus 3 pour un Paul Lapera, ça lui fait tout de suite 74 sprints. J'ai envie de vous dire, 74 sprints pour Paul Lapera, c'est plutôt cohérent quand même. Voilà, on est passé ici avec Paul. Vous remarquerez que j'ai quand même personne qui m'amène. Hein. Oh, chut, attention! Est-ce que j'ai eu des coureurs de mon équipe côté pied? J'ai visiblement non. Il y aura 25 points à l'arrivée, hein. Ça aussi ce sera important pour le maillot vert. Si on peut le ramener, on tente de tout ramener hein, avec Paul Lapera. Même si la priorité sera bien évidemment donnée au classement général. Il restera une étape de vallon pour nous qu'on contrôlera, hein, vous en doutez, parce que cette étape là elle est facile à perdre, la dernière des 3 jours de la Provence à chaque fois. Même quand c'était la route de Corse à une époque. C'est toujours... facile de la perdre. D'ailleurs, on n'a plus d'étapes en Corse sur TDF, malheureusement. Après, on monte tout il y a plus de 10 ans, hein, on s'entend bien, mais bon. Il est en difficulté. Tour de France 2013 et à l'ancien critérium international, mais bon, c'était quand même bien. Allez. On arrive vite dans ces descentes, on va devoir lancer nos sprints maintenant avec Paul Lapera, essayer de pas se faire enfermer avec le maillot jaune. Allez, avec Paul Lapera, essayer de remonter, on a quand même une belle pointe de vitesse, allez. L'effort, pourquoi pas ici. On va faire 7ème, ce qui est une place cohérente pour du Lapera sur un sprint face au pur sprinter. Bon écoutez, ça nous fait encore quelques points UCI, ça nous donne plusieurs points au classement du maillot vert. On va dire de ce point de vue là, ça reste intéressant quand même. On perd pas tout, j'ai envie de dire, enfin en tout cas on reste plutôt en bonne condition dans tous nos classements. Il y a juste les bonifications, faudrait voir si on perd le jaune, je pense pas quand même, mais bon. Victoire pour la Lotto Intermarché. C'est Arnaud Delis. Le jaune toujours sur les épaules de Paul Lapera, bien évidemment.
Le maillot vert pour la Pera, le maillot blanc pour rouge pour Paul Lapera, alors qu'on n'a passé aucune difficulté en tête aujourd'hui. Et le maillot blanc pour Alex Baudin. En plus, le classement de la montée sur Pyrénées, c'est vraiment pas mal, le vert aussi. Bon, victoire d'Arnaud Delis, le Belge de l'auto-intermarché, en 3h40 minutes et 15 secondes avec 12 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est toujours Paul Lapera, le corps français de notre équipe, de la Décathlon en CMA CGM en 7h 6 minutes et 47 secondes. Du côté du classement du rappeur, 12 points pour Paul Lapera, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. Du côté du classement par points, 31 points justement pour Paul Lapera, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. En tête du classement des jeunes, c'est pour la Félix Genesi Post, le corps français Alex Baudin en 7h 6 minutes et 54 secondes. Où ici on a 31 points. On est assez bas en termes de points, mais parce que c'est seulement 25 qui sont donnés aux arrivées. C'est la XDS Astana qui est en tête, l'équipe kazakh en 21h 21 minutes et 4 secondes. En tout cas sur cette étape de place, c'était 25 points à l'arrivée. Du côté du classement de la combativité, 123 km pour Lorenzo Milesi, l'italien de la Movistar Team. Et puis du côté du classement individuel, enfin pour cycling individuel, plus 6 PPC, 48 PPC pour Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. Plus 6 PPC, 48 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM. Bon, c'est simple, c'est Lapera qui a marqué tous les points de notre équipe. C'est pour vous dire une sorte de dépendance qu'on a pu avoir à l'égard du coureur français en ce début de saison. Et tout de suite, c'est Barème-Vence avec la côte de la Colle sur Loup, simplement. Et là, c'est assez important. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape. J'ai tenté d'aller à l'avant avec Benoît, mais il a mis beaucoup de kilomètres à revenir. Et puis à chaque fois, on se faisait avoir sur les classements de la montagne. Et puis même à un moment, on s'est fait gêner. Du coup, j'ai fait rouler à 80, puis 100 et même 110 Gudmestadt ou le Benoît. Et du coup, j'ai seulement mis pour le moment à 80 Léo Bizio. Et parce qu'en fait, l'échappée sur cette étape, c'est pour ça aussi que j'ai mis Benoît. C'est parce qu'elle peut très vite revenir. Alors là, c'est vrai que l'écart est quand même assez important. À part avec Fabio Christen. Mais bon, va falloir quand même essayer de réagir, tenter de faire un écart, pourquoi pas. Ça aussi, ce sera un des objectifs de cette étape. Et du coup, je suis obligé de mettre mes coureurs au sprint très clairement. Alors l'écart va descendre sous les 2 minutes, je pense, avant le pied de la côte de la Colle sur Loup, mais bon. Burnout. Burnout va venir me protéger, ouais. Et j'en profitais pour mettre à 100 Bizio et puis 80. Richidilo, mais Richidilo 80 c'est juste histoire qu'il puisse se replacer. Hein. C'est pas vraiment en mode tempo à fond. On va profiter pour prendre un peu de gel bleu. Hein. Comme j'ai dit en début de vidéo, le gel bleu c'est 15% à chaque fois de la barre grise, donc de la barre de fatigue qu'on récupère. Ouais, on va passer limite sous les 2 minutes avant le pied de cette ascension. C'est parti, côte de la Colle sur le 2 km 300 à 10% de temps de moyenne, mais c'est terrible comme ascension parce qu'on compte certes ces passages qui sont peut-être considérés comme moins difficiles avant de prendre la route sur la gauche. Et là ce sera un mur face à nous, il y a très clairement pas d'autre expression qu'un mur. Allez, c'est parti avec Tige Benoît qui va rouler à nos côtés. On s'est fait gêner un peu par Dobridge, par Matteo Trentin. Alors mes coéquipiers qui roulent à 110, qui sont pas très efficaces, il faut dire. Bon, en vrai ils ont récupéré une trentaine de secondes, mais bon, ça n'a pas réellement été très efficace. On va leur dire allez, juste 100 histoire 2. Faudrait qu'on puisse remonter quand même avec le maillot jaune, Paul Lapera ici. On va prendre un petit peu de bleu. Turbogel ici, vous savez quoi, on va essayer de mettre un démarrage qui va être saillant dans les pourcentages les plus difficiles. Top, c'est parti, attaque de Paul Lapera. C'est parti, l'attaque du maillot jaune ici. Dans la côte de la Colle sur Loup à 2 km 3. Voilà. Enfin, en tout cas, dans les pourcentages les plus difficiles. Dans du 19%, l'attaque du maillot jaune ici. On va essayer de faire des dégâts. Allez, à la relance, pourquoi pas. De nouveau avec le maillot jaune à la sortie de cette portion noire. On était quand même à des passages à plus de 15%. Là, on peut légèrement vouloir souffler avec une pente qui est moins difficile. Mais encore, on est sur du 10%. Accélération du maillot jaune et on est parti à 4. Il y a Richitello, les gars, qui est venu. Mais c'est génial, ça. Attendez, Richitello. Mais c'est parfait. Vas-y, Mathieu Richitello. Roule, mon petit. Il y a Godu. Bon, écoutez. De toute façon, là, pour le moment, l'échappée va aller au bout. Hein. C'est ça le problème. Au-delà du fait que l'échappée va aller au bout, on a notre maillot jaune qui est en grande difficulté. Enfin, en grand danger, même. C'est ça le problème de cette étape, c'est qu'à chaque fois, l'échappée va au bout. Très souvent, et tu peux perdre le maillot jaune. Et ça m'énerve à un point. Sur la dernière étape des 4 jours de la Provence, à chaque fois. Alors, il était à combien de temps, Fabio Christen? Juste pour me donner un ordre d'idée, il était à combien de temps, Christen? Il était à 1,25 et il faut que je récupère 1 minute à Christen.
bonne chance pour le récupérer en 5 minutes, hein, en 5 km. Alors je pense que ça pourra quand même pouvoir essayer de récupérer. Mais même les gars, je fais rouler pendant 20 bandes mes coéquipiers à 110, ils sont pas foutus de récupérer du temps. Et Gaudieu est parti aussi. Bah là, écoutez les gars, Gaudieu est parti. On n'a pas d'autre choix que d'attaquer avec, la Pera, très clairement. Faut essayer de sortir et de sauver ce maillot jaune. Il a plus de rouge, David Gaudieu. Ça, ce sera parfait pour nous. Allez, avec la Pera, va falloir essayer de revenir. Ça va être plus que chaud. On va perdre ce maillot jaune malheureusement face à Fabio Christen. J'ai pas regardé les écarts. Je me suis dit, j'ai un coéquipier devant. J'ai généralement échappé va pas beaucoup quand c'est comme ça. Mais au final, on va être en train de perdre ce maillot jaune qui nous semble être offert. C'est ça le problème. Cette étape est tellement énervante à chaque fois. La dernière étape des 3 jours de la France. À chaque fois quand je suis maillot jaune, t'as tout le temps une échappée fleuve qui va au bout. Et t'as toujours un mec bien placé au général qui en profite pour la récupérer. Enfin, récupérer le maillot jaune. Et regardez, et à chaque fois on leur récupère pas de temps. Les gars, je suis à bloc. Je n'arrive pas à leur récupérer du temps dans la partie de plat avant l'ascension. Et alors que j'ai mis pendant 30 ans mes coéquipiers à rouler à 80, puis 100 et 110. On leur a à peine récupéré une minute, même pas. C'est pas normal. Regardez, Gaudieu il est sorti, il a récupéré aucune seconde. Ouais, de toute façon, ça va jouer une cinquantaine de secondes. Donc là, très clairement, on perd le maillot jaune. Sauf grand miracle éventuellement. Par rapport à Fabio Christen, victoire de Max Poul devant, bon, il sera pas dangereux. On va quand même faire podium au général parce que même David est sorti. Il nous a récupéré du temps aussi, David Gaudieu. On aura très mal joué. Pourtant, on a attaqué. Hein. On va tenter de faire l'effort ici. Au moins, essayer de récupérer le corps breton de la Groupama FDJ. Ah, même pas. Hein. On va totalement se faire avoir ici avec Paul Lapera, seulement 8ème de l'étape, mais c'est pas ce qui compte. On va finir 3ème au classement général. On se sera totalement foiré sur cette dernière étape. Mais c'est ça qui m'énerve tout le temps. Je comprends jamais pourquoi sur ces 3 jours à prendre ça fait tout le temps la même chose. Ça m'énerve. Mais à un point, vous pouvez pas savoir. Parce que sur les TDF précédents, à chaque fois, je faisais quand même un 3 jours à Provence avec Alaphilippe où je tentais de le gagner. Mais à chaque fois que j'avais de l'avance au départ de la dernière étape, surtout quand tu avais une étape de montagne, tu avais tout le temps une putain d'échappée qui prenait 15 minutes d'avance. Et bah tu pouvais pas la récupérer quoi. Et en plus j'ai décalé de quelques centimètres ma manette. Et bah elle s'est déconnectée. Et oui non mais aussi cette manette elle est énervante. Elle marche pas, elle marche une fois sur 3. Voilà. Donc oui on perd le classement général comme ça parce que l'échappée est allée au bout. Victoire de Max Poul, le général pour Christen. Le maillot vert pour la perle, le maillot blanc pour rouge pour Max Poul. Et le maillot blanc pour Fabio Christen. Bon, on termine quand même les 3 jours de la Provence, mais c'est pas ce que je cherchais honnêtement. L'objectif était une victoire d'étape. En 2h59 minutes et 39 secondes avec 12 secondes de modification. Victoire du Britannique Max Poul pour de la Picnic Postennel. Mais les gars, on perd le jaune pour 20 secondes seulement. En plus. Mais ouais, 3 secondes par rapport à David Gaudieu. Mais honnêtement, Fabio Christen, le Suisse de la Pinerolo Q36.5 en 10h8 minutes et 10 secondes s'impose. Mais ça m'énervait d'échapper. En plus, j'ai mis un homme à l'avant. Je me suis dit d'habitude, quand je mets un homme à l'avant, elle va pas au bout. Là, encore une fois, elle est allée au bout. C'est ça qui est très énervant. On verra en Pro Leader si c'est le cas. J'imagine que ça le fera sûrement pas, mais bon. Putain, les gars, je décale ma manette de 2 cm. Elle se déconne. Bref, du côté du classement numéro grimpeur, 15 points pour Max Poul, le Britannique de la Picnic Postennel. Du côté du classement par points, 41 points pour Paul Laperle, coureur français, notre équipe de la Pinerolo Q30. De la Decathlon CMA CGM Team. Du côté du classement des jeunes, c'est Fabio Christen pour la Pinerolo Q36.5 en 10h, 8 minutes et 10 secondes pour le coureur suisse. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe australienne de la Djeko Alula en 30h, 26 minutes et 18 secondes qui remporte ce classement. Et puis du côté du classement combativité, 136 km pour Max Poul, le Britannique de la Picnic Postennel. Bon écoutez, ça aurait été une étape, un premier épisode un peu compliqué quand même, plus 29 ppc, 77 ppc pour Paul Laperle, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM Team en tête du classement Pro Cycling individuel. Et plus 29 ppc, 77 ppc pour notre équipe française de la Decathlon CMA CGM en tête du classement Pro Cycling par équipe. Au programme de la prochaine vidéo, ce sera Paris-Nice où on sera quand même avec Sexas, Coy, Gal, Richitilo, Paré-Pinte et Danoule en pic de forme. On aura l'une d'Andresen en forme classique. Toujours cette manette qui se déconnecte, c'est très agaçant. Je sais que j'ai dit en début de vidéo, mais c'est juste pour revoir les étapes parce que je pense que la prochaine vidéo va être assez courte.
Contrairement à celle d'aujourd'hui, qui va durer, oui, pas loin de 45 minutes. Ouais, on aura 2 étapes de plat et un chrono par équipe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.